Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission MEFI 06, média de la France Insoumise des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, nous interviewons Ève Galliano, militante de la FPS 06, c'est l'association France-Palestine Solidarité. Elle va nous parler de la manière dont on peut soutenir le peuple palestinien dans notre territoire. Si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Pour moi, la politique, c'est pas la Star Academy. Qui viennent avec des drapeaux étrangers faire du tohu-bohu autour de ma mairie. Vous êtes vache, vous m'avez mis à côté d'Estrosi et vous savez que je suis allergique aux réactionnaires. Faites mieux. Merci. MEFI 06. L'émission France Insoumise. Bonjour Ève. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Alors, me présenter, je m'appelle Ève Galliano Amouda. Je suis née à Nice, j'ai 62 ans et je milite depuis ma jeunesse pour des tas de causes, des causes politiques, des causes syndicales et surtout pour des causes associatives comme la Palestine. Voilà, je milite vraiment pour la Palestine depuis 1986. Puis j'ai continué au sein de partis politiques engagés dans la lutte pour le peuple palestinien, comme la Ligue communiste révolutionnaire, comme ensuite le NPA. Et en 2003, avec d'autres camarades, nous avons décidé d'intégrer France-Palestine Solidarité parce que c'était une association nationale. Est-ce que tu peux nous parler plus de cette association, nous dire peut-être les actions que vous y avez menées toutes ces années et que vous continuez de mener et quel est son rôle dans la lutte pour la Palestine? Bon, l'association France-Palestine, elle est nationale, c'est-à-dire qu'il y a des associations en FPS dans pratiquement toute la France. Donc, elle regroupe un plus grand nombre de personnes et on peut s'appuyer sur le national, sur les groupes locaux qui ont beaucoup d'idées, qui font beaucoup de choses. Alors, que fait l'association France-Palestine? D'abord, elle fait valoir les droits du peuple palestinien. Elle rappelle son histoire. Elle rappelle tout ce qui a été fait au peuple palestinien. La fameuse Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Elle rappelle toutes les résolutions de l'ONU. Elle propose à la fois des actions politiques, des actions culturelles. Elle fait pression sur le Parlement français. Elle interpelle le gouvernement. Elle interpelle les députés. Elle fait pression partout où elle le peut pour libérer les prisonniers. En particulier, on se souvient de la campagne pour Salah Hamouri, le franco-palestinien, totalement oublié de Sarkozy, qu'elle a vraiment porté à bout de bras avec des organisations politiques, des organisations syndicales et l'aide de François Cluzet, l'acteur, qui a fait une formidable intervention un jour à la télé en disant « Il y a un Français en otage dans un pays qui s'appelle Israël et vous l'avez oublié ». Et ça a fait un petit peu le buzz à l'époque de Sarkozy. Voilà, donc l'association France-Palestine s'occupe aussi du culturel. Elle vend l'huile d'olive de Palestine, elle vend les dattes de Palestine, elle permet aux fermiers palestiniens de rester sur leur terre. Pas d'actions caritatives, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais qui sont pas le rôle de l'association France-Palestine, qui, elle, lutte pour que les Palestiniens puissent rester sur leur terre. L'association France-Palestine 06, avec l'aide de toutes les associations de la région PACA, a aidé des fermiers palestiniens et on a recueilli pas mal d'argent pour que les fermiers palestiniens puissent rénover le moulin, avoir des cuves en inox et permettre de récolter l'huile d'olive, de la mettre dans ces cuves et de pouvoir la transporter et de pouvoir la mettre en bouteille et la vendre selon les critères de l'Union européenne. Ça, c'est par exemple, ça a été une très très belle action qui a permis à des milliers de fermiers palestiniens de continuer à rester sur leur terre et d'empêcher la destruction du moulin parce que l'armée israélienne voulait détruire le moulin. Et de savoir que l'Union européenne faisait quelque chose, que France-Palestine faisait quelque chose, que la région PACA de l'époque, il faut le dire, faisait quelque chose, ça a permis un peu de sauver le moulin, de poursuivre la culture de l'olive, qui est une culture fondamentale pour le peuple palestinien. Voilà. Et aussi les dattes de la vallée du Jourdain, qui sont majoritairement israéliennes, mais quelques fermiers cultivant les dattes peuvent encore cultiver et on vend les dattes palestiniennes. Tu nous as dit que tu militais depuis que tu étais très jeune pour la question de la Palestine. Qu'est-ce qui t'a amené à militer sur ces questions? Je dirais que le facteur essentiel,
c'est la rencontre avec Inès Questement. C'était une femme, une résistante, mariée à un résistant, une communiste, un couple de communistes. Elle a perdu son mari assez jeune. Une de ses filles s'est engagée, était infirmière et s'est engagée après le massacre de Sabra et Shatila en 82 pour la Palestine. Et petit à petit, elle a quitté son rôle d'infirmière pour rentrer dans un commando du Fatah. Le Fatah, c'était un des partis qui composait l'Organisation de libération de la Palestine, organisation dont le chef était le leader charismatique Yasser Arafat. Et elle est morte au sud Liban, les armes à la main, pour la Palestine. Et elle avait, avant de mourir, écrit un livre, Mourir pour la Palestine. Voilà. Et cette femme, elle a essayé de prolonger, non pas le geste guerrier de sa fille, pas du tout, mais faire connaître la Palestine. Et là, j'ai commencé vraiment à militer pour la Palestine avec Inès Questement, qui a vraiment porté à bout de bras cette association, qui a fait des conférences partout, qui a fait venir des cinéastes libanais. Vraiment, on a fait beaucoup de choses. Par contre, c'était des années de militantisme extrêmement difficiles, où vraiment, même prononcer le mot de Palestine équivalait à une insulte. On a vraiment reçu des insultes, des crachats, des moments de grandes difficultés. Mais on avait quand même une forme de démocratie, c'est-à-dire ouverture de l'université de Nice. On pouvait demander une salle de spectacle, etc. C'était très bizarre ce contraste. Voilà, mais c'était comme ça. Tu as parlé de Nice. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette lutte sur notre territoire plus particulièrement? Nice a une grande histoire avec la Palestine, contrairement à une idée reçue. Il y a un journaliste de l'Humanité qui s'appelle Pierre Barbancé, qui connaît très bien la Palestine, qui vivait à Nice et qui vit en partie à Nice. Vraiment, oui, Nice a une histoire avec la Palestine. Robert Charvin a beaucoup fait pour ouvrir l'université. Il était doyen de la faculté de droit. Il a fait venir des juristes, il a fait venir des gens extrêmement importants qui ont parlé de la Palestine. Et c'était vraiment... Des gens n'avaient jamais rien entendu. Ils ne savaient pas qu'il y avait même un peuple là-bas. Certains étaient encore en train de découvrir que ce n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre, qu'il y avait bien des gens qui vivaient en Palestine mandataire britannique. Et ça, c'était très important. Il faut dire aussi qu'on avait un stand à la fête du château, un petit stand, voilà. Grâce à Inès Questement, grâce à Robert Charvin, il faut rendre toujours hommage aux gens qui ont fait quelque chose. Voilà. Les accords d'Oslo se sont dégradés. Les accords d'Oslo, c'est 1993. C'est la possibilité d'avoir un État palestinien. Et malheureusement, ça s'est pas fait. J'espère, tout le monde sait que Yasser Arafat a serré la main à Rabin. Rabin est mort assassiné. Le Hamas de l'époque a commis des attentats au moment aussi des accords d'Oslo, considérait que c'était une trahison de laisser une partie de la Palestine à l'État d'Israël. Les colonies ont continué, donc ça s'est très mal terminé. On a levé le pied sur la Palestine, mais j'ai continué à m'occuper de la Palestine au sein de mon parti de l'époque, la Ligue communiste révolutionnaire. Et ensuite, en 2003, on est allé écouter Yasser Arafat à Marseille, qui était enfermé dans la Moudkata. C'est le siège du gouvernement palestinien en Cisjordanie de l'époque. Il a lancé un appel pour sa libération, pour que les États empêche Israël d'encercler le siège de l'autorité palestinienne de l'époque. Et là, on a vraiment décidé de s'investir tous ensemble, des tas de militants de partis politiques ou d'autres qui étaient sans parti, de s'investir dans France-Palestine Solidarité. On a commencé à avoir une action toujours politique, connaître les droits du peuple palestinien, reconnaître les droits du peuple palestinien, militer pour le peuple palestinien, pour sa culture, pour son histoire, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'ils ne deviennent pas les Indiens du Proche-Orient. Et puis sont arrivées en 2005 les actions boycott. Au début, c'était boycott de la marque Jaffa, les avocats, etc. Mais aussi boycott, on a essayé de faire le boycott des produits des colonies, parce que les colonies israéliennes produisaient des biscuits, des gâteaux, des chips. La campagne boycott, désinvestissement et sanctions, qui a commencé en 2005, qui est une campagne, on le rappelle, pour boycotter les produits de l'État israélien. Aussi le boycott sportif, très important, on verra pourquoi cette année. Désinvestir, il y a des fonds d'investissement qui ont désinvesti des fonds israéliens, des Norvégiens en particulier. Il faut aussi les sanctions. Et ça, c'est très très important, les sanctions,
Aucun État ne doit rester au-dessus de la loi. Et c'est vrai que l'État d'Israël est au-dessus de toutes les lois. Il se permet des choses qu'aucun État ne se permet actuellement et depuis des années. Et il y a une certaine tolérance à l'intolérable. Et ça, ce n'est plus possible. Et le boycott doit être réactivé partout. Il n'a jamais cessé, mais il doit être réactivé encore plus. Le fait que l'Afrique du Sud ait pris sur ses épaules l'idée d'attaquer l'État d'Israël pour génocide, ça, c'est aussi une grande histoire. Et on n'est pas démunis. On doit pas seulement manifester, on doit pas seulement boycotter, on doit aussi soutenir l'Afrique du Sud dans son combat et intervenir auprès de toutes les autorités, nos autorités françaises. On doit faire notre travail en France, pétitionner, boycotter, désinvestir, essayer de faire tout notre possible. On rappelle à tout le monde que le boycott est un acte totalement pacifique, absolument pas dirigé contre des commerces tenus par des personnes de confession ou de tradition juive. Absolument pas. Le boycott, c'est vraiment essayer, par notre action, comme on l'a fait pour l'Afrique du Sud, de dire ces produits, on les achètera un jour, mais pas maintenant, parce que les droits du peuple palestinien ne sont pas respectés. Comme on avait fait dans les années 70, ces produits, on ne les achètera pas. Ils viennent d'Afrique du Sud. Je me souviens de la marque Outspan. C'était une marque très célèbre d'orange qu'on n'achetait plus. On n'achetait pas non plus les petits jus d'orange individuels Outspan. C'est pas ça qui a tout arrêté, mais ça a contribué. Même l'Afrique du Sud a reconnu que ça avait contribué à faire tomber l'apartheid. On n'est pas démunis. Il faut jamais baisser les bras. Jamais. Il faut jamais rien lâcher. C'est très important de rappeler qu'il faut soutenir absolument cette plainte. Ce qui se passe là-bas est une tragédie, un carnage, un massacre. Et on sait aussi qu'on a déplacé, c'est-à-dire il y a beaucoup d'éléments qui sont proches du génocide. Donc, évidemment, on peut tergiverser, mais ne serait-ce que porter plainte, c'est déjà, on voit comme Netanyahou est fou de rage de ça. Il faut le faire, il faut soutenir l'Afrique du Sud, qui est vraiment aux côtés des Palestiniens depuis toujours, l'ANC est aux côtés, Mandela était aux côtés des Palestiniens depuis toujours. On n'oublie pas tout ce qu'il a dit. La liberté des Sud-Africains sera totale, sera complète lorsque les droits des Palestiniens seront respectés. Il n'a jamais oublié le rôle de l'État d'Israël dans son soutien à l'apartheid pendant des années et des années. Donc il faut vraiment soutenir l'Afrique du Sud et les remercier. C'est pour ça qu'on les remercie pendant les manifs, mais il faut vraiment remercier l'Afrique du Sud, vraiment. Et avoir honte de la France qui aurait pu tenir ce rôle et qui ne l'a pas tenu, et qui n'a rien fait, et qui n'a vraiment pas été à la hauteur de l'événement, alors que nous avions, par le passé, été plus ou moins à la hauteur. En 82, quand Mitterrand a sauvé Arafat et les combattants palestiniens. En 89, quand Mitterrand a reçu Arafat, le leader vraiment du peuple palestinien, l'homme qui a mis le mot Palestine. Enfin, le mot Palestine est arrivé dans la tête de tous les gens. Puis ensuite, Jacques Chirac, qui va à Jérusalem, qui dit aux soldats « Arrêtez de contrôler les gens. Ils viennent me serrer la main, les Palestiniens, et je suis avec eux. » La France a été souvent à la hauteur avec la Palestine. Elle donnait l'impression de ne pas avoir deux poids, deux mesures. Et là, malheureusement, elle s'est enfoncée, mais ça, c'est, je pense. On peut rien attendre du macronisme, malheureusement. Pour la première fois, l'État d'Israël et Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite sont montrés du doigt. Ça y est, les gens ont compris, beaucoup de gens ont compris que si ça pouvait faire réfléchir aussi sur le rôle de l'extrême droite dans chaque pays, ce serait merveilleux. N'en demandons pas trop, mais il commence à y avoir aussi des gens qui protestent contre le Hamas. Les langues se délient. D'ailleurs, le Hamas a publié un texte où il dit qu'il a commis des erreurs en s'attaquant aux civils, parce que le Hamas sera certainement poursuivi. Mais en tout cas, on est passé très près d'une nouvelle Nakba, d'une expulsion de tous les Palestiniens. On n'est pas encore sûr qu'ils ne vont pas essayer. On n'est pas encore sûr. On doit être vraiment très vigilant et on doit être sur la brèche. Tout le monde doit être sur la brèche parce que on vous regarde. Il faut dire à l'État d'Israël et à ce gouvernement d'extrême droite d'Israël, on vous regarde et il faut être aux côtés des Israéliens qui protestent, des Israéliens qui demandent la libération des otages, qui arrivent dans la Knesset et qui demandent des négociations avec le Hamas. Il faut être aux côtés des pacifistes. Il faut toujours encourager, même si ce n'est plus qu'un seul noyau, très peu de gens, plus qu'on ne le croit. Il faut encourager toutes les bonnes volontés. Et la FPS, d'ailleurs, dans sa charte, elle a les liens avec
toutes les associations qui luttent contre l'apartheid en Israël, dont la célèbre B'Tselem et d'autres. On a des liens avec tous les Israéliens qui luttent contre l'apartheid. Il faut toujours encourager. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un cessez-le-feu sans la levée du blocus? Bon, le cessez-le-feu, il le faut. Oui. S'il y a déjà un cessez-le-feu, des vivres vont rentrer, des médicaments vont rentrer, mais évidemment, il faut demander la levée du blocus. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Mais je pense que l'un n'ira pas totalement sans l'autre. Mais c'est pas encore gagné, le cessez-le-feu. Tu as également dit que la réponse, elle devait être politique. Quelles sont pour toi les lignes qui doivent être défendues? Bon, déjà, il faut absolument que le BDS continue et prenne encore plus d'essor et de développement. Ensuite, il faut aussi absolument dénoncer cet accord scandaleux entre l'État d'Israël et l'Union européenne. Ça, il faut absolument mener des campagnes aussi contre ça. Il faut sanctionner Israël. Oui, la politique, elle doit revenir. C'est la politique. Il n'y a que la solution politique. Alors, un État, deux États. Là, vraiment, moi, j'avais des convictions. Je les ai moins aujourd'hui. Mais globalement, moi, tout me va. Si le peuple palestinien est d'accord, si le peuple palestinien décide par lui-même ce qu'il veut pour son avenir, un État, deux États, il fera comme il veut. Tu peux nous dire rapidement pourquoi ces questions elles sont compliquées? Elles sont compliquées parce que la Cisjordanie est un gruyère et que relier la Cisjordanie à Gaza, faire un État là-dedans, il faudrait expulser les 700 000 colons et les renvoyer dans la partie israélienne. Moi, je pense que c'est possible. Hein. Ils l'ont fait pour les colons de Gaza. On peut le faire. Est-ce que ça va pas entraîner encore une nouvelle guerre? Un seul État binational, un seul État avec les mêmes droits. Il faut supprimer, absolument qu'Israël supprime sa loi de l'État juif, qui institue officiellement l'apartheid. Je pense qu'il faut du temps pour le peuple palestinien pour qu'il puisse réfléchir et l'autodétermination du peuple palestinien. C'est à lui de décider. Il aura plus d'idées que nous. Cependant, il y a quand même une idée qui émerge un petit peu. On a demandé aux jeunes Palestiniens de Cisjordanie. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Ce sondage a eu lieu il y a à peu près au même moment que le sondage de juin 2023 qui disait que les Gazaouis ne voulaient plus du Hamas et que les Cisjordaniens, entre guillemets, tous les deux sont palestiniens, ne voulaient plus de l'autorité palestinienne. Donc chacun voulait dégager tout le monde. C'était une grande vague dégagiste. Et bon, maintenant c'est différent, les choses sont différentes. Mais on a demandé à ces jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont dit, comme tout le monde, on voudrait une famille. Comme tout le monde, on voudrait un travail. Mais comme tout le monde aussi, on voudrait un futur, un avenir. Et on leur a dit, et un État. Oh, un État, deux États. On veut un avenir, on ne veut pas mourir. Et ça, je trouve que c'est assez marquant, voilà. Hein. Mais je voudrais aussi dire qu'il faut libérer les prisonniers politiques palestiniens qui sont d'une certaine façon eux aussi des otages, comme je suis pour la libération des otages. Il faut en particulier libérer Marwan Barghouti, qui faisait au mois de juin 2023 l'unanimité de chaque côté, Gaza et la Cisjordanie, et libérer une femme extraordinaire qui s'appelle Khalida Jarrar, qui vient d'être arrêtée pour la 3e fois par l'État d'Israël et qui est une très grande féministe et une femme d'une très grande importance là-bas en Palestine. As-tu un livre à conseiller aux personnes qui aimeraient aller plus loin sur le sujet? Alors un petit livre qui s'appelle Palestine, un siècle de dépossession, qui est à mon avis le meilleur petit livre, pas cher, c'était à 6 € à l'époque. Très accessible, très pédagogique. Là aussi, il y a la question de Palestine pas si complexe, qui est formidable aussi. Et puis moi je dirais les livres de Shlomo Sand, comment le peuple juif fut inventé. Shlomo Sand, qui a été notre fidèle allié en 2014, qui était là pour chaque manifestation. Vraiment, il faut le remercier lui aussi. Il vient très souvent à Nice et on espère le voir très vite. Et puis, l'autre historien israélien que je trouve assez extraordinaire, Ilan Pappé, qui a écrit dans les années 2000 Le nettoyage ethnique de la Palestine, dont le livre, il faut le réclamer puisqu'il était aux éditions Fayard, qui appartiennent désormais à Bolloré et qu'il a supprimé de son catalogue. Donc il faut le réclamer. Il y a beaucoup de livres aussi, bien sûr, de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien. Il y a beaucoup de livres d'Elias Sambar, il faut lire Elias Sambar. Est-ce que tu veux ajouter un mot pour conclure? Non, il faut continuer. Je vais continuer à militer, mais plus avec la même intensité, plus de la même façon. Et je suis contente d'être avec vous et je sais que d'autres voix, d'autres personnes vont prendre le relais. C'est très très bien.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de m'avoir demandé de répondre, de m'avoir invité. C'était un grand plaisir, comme je l'ai dit, je compte beaucoup sur les gens plus jeunes, bien sûr, pour prendre le relais, pour faire ce qu'ils ont à faire. Merci infiniment, oui. J'étais très contente d'être avec vous.